Peut-on toujours rire de tout 5 ans après les attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercachère et malgré les foules qui ont déferlé dans les rues pour soutenir la liberté d'expression, la caricature est un genre menacé. Alors pourquoi ce désamour à l'égard des dessins satiriques? Pour y répondre, un historien, Alexis Lévrier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'université de Reims, chercheur associé au CELSA. Vous signez une tribune dans Libération qu'on peut lire aujourd'hui. Vous dites que l'esprit Charlie recule et que finalement une partie de l'opinion publique a basculé ces 5 dernières années. Les Français sont de moins en moins Charlie, on peut le dire comme ça? C'est une évidence et ça s'explique. Il y avait peut-être trop de gens qui étaient Charlie en 2015. Le numéro des survivants du 14 janvier s'est vendu en tout à presque 8 millions d'exemplaires. C'était énorme pour un journal qui ne tirait plus qu'à 20-25 000 en 2014. Et beaucoup de gens ont manifesté une émotion légitime face à des morts, mais tout en ignorant finalement le contenu de ce journal. C'est un journal qui a toujours provoqué, qui est toujours allé aux limites de ce qui est autorisé et qui a parfois flirté volontairement avec ses limites. Et donc il y a un certain nombre de Français qui aujourd'hui ne se reconnaissent plus dans cet humour-là. Le problème, c'est quand ces Français ou ces étrangers commencent à dire qu'il faut censurer Charlie, qu'il faut censurer les dessins de presse, et qu'on voit en plus un certain nombre de journaux qui acceptent cette censure et qui vont pratiquer eux-mêmes l'autocensure. Oui, alors 2019 justement est considéré comme une année noire pour le dessin satirique. Vous parlez de Charlie Hebdo, on comprend là dans ce que vous dites que c'est pas une exception, finalement c'est beaucoup plus large que pour ce journal-là. Oui, c'est beaucoup plus large. Alors, il faut rappeler qu'il y a un contexte différent en France. On a toujours une tradition du dessin de presse, enfin pas toujours, mais depuis, disons, la fin de l'Ancien Régime. Et pour ce qui est du dessin de presse anti-religieux, c'est vraiment la belle époque, donc la fin du 19e siècle. On a un droit de la presse. Depuis 1881, il y a une grande loi qui est vraiment le socle, un des socles de la République, qui permet de critiquer les croyances. Et qui fait... Une loi qui abolit le délit de blasphème, voilà, c'est ça? On avait déjà tenté de le faire en 1789, ça avait été rétabli sous la Restauration, le blasphème, et définitivement on abolit ce délit de blasphème en 1881, et depuis, et c'est toujours le cas, on peut dire ce qu'on veut de toutes les religions, de toutes les croyances en fait, qu'elles soient politiques, idéologiques, religieuses, tout est mis sur le même plan. Alors que dans les pays anglo-saxons, il y a une espèce de pudeur, et même si ce n'est pas forcément inscrit dans la loi, on s'interdit de critiquer les religions. Et résultat, le New York Times, qui a carrément décidé, en juin dernier, je crois, de stopper toutes ces publications satiriques. Alors, il faut rappeler que le New York Times, quand même, n'est pas le journal américain qui a le plus cette tradition du dessin de presse. En revanche, c'est le New Yorker, c'est ça? Le New Yorker, plutôt, voilà, un de ceux qui utilisent davantage le dessin de presse. Mais ce qui est vraiment dommage, c'est que, pour le coup, aux États-Unis, il y a une tradition du dessin de presse, pas forcément anti-religieux, mais politique, qui a été un des instruments de la liberté d'expression, de la contestation du pouvoir, comme en France, pour le coup. On a aussi ce dessin de presse politique, et que cette autocensure de New York Times, qui est quand même le grand journal américain aujourd'hui, l'un des grands, face, alors pour une caricature maladroite qui avait un caractère antisémite, enfin, en tout cas jugé antisémite. Voilà. Mais on y voit Donald Trump tenir en laisse celui qui représente Netanyahou avec une étoile de David autour du cou. Voilà, donc c'est en fait une critique, c'est l'ambiguïté du terme antisémitisme, c'est le même problème que pour le terme islamophobie, c'est-à-dire que ce dessin qui en fait critique la politique de Netanyahou est considéré comme une critique des Juifs dans leur ensemble, ce qui n'était pas forcément le cas. En tout cas, la caricature est maladroite, ça ne fait aucun doute, mais de là à en conclure qu'il ne faut plus publier de dessin de presse dans un organe de presse aussi important que le New York Times, il y a un pas très important qui a été franchi et qui est assez inquiétant parce que d'autres titres de presse, et même en France, pourraient avoir envie de s'en inspirer. J'espère de tout cœur que ça ne sera pas le cas et que Charlie, en tout cas, continuera à demeurer, à rester attaché à cette tradition. Oui, alors on parle justement de vieille tradition, vous avez commencé à l'évoquer, on parle de la loi 1880. La première décennie du XXe siècle, vous le disiez, ce sont des journaux qui publient quand même des dessins parfois d'une violence inouïe. Notamment contre l'Église. Alors, souvent. Le problème, c'est que, en fait, entre la grande loi de 1881 et la loi de 1905, que tout le monde connaît, qui va fixer la laïcité à la française, il y a tout un combat contre l'Église qui va se faire notamment par la presse anticléricale. Il y a la Calotte, les Corbeaux, l'Assiette au beurre. Ce sont les journaux de l'époque. Voilà, ce sont des journaux qui utilisent la caricature comme un instrument de critique de l'Église, et pas simplement des clercs,
des prêtres, des évêques, etc. Alors, ou du pape. Alors, on critique donc l'Église, mais on critique aussi la religion et Dieu. Donc il y a des caricatures de Dieu. Et déjà à l'époque. Et ce qui est incroyable quand on regarde par exemple un numéro de 1904 de l'Assiette au beurre, c'est qu'on se moque aussi de l'islam pour dire, ou de la religion juive. On estime, et la loi de 1881 le permet, qu'on a le droit de critiquer toutes les religions et en fait de les relativiser. C'est de dire finalement toutes les croyances se valent. C'était le sens de ce numéro de l'Assiette au beurre. Et bien alors justement dans ce prolongement-là, vous le disiez, il y a Charlie Hebdo. Est-ce qu'il y a des limites ? Est-ce qu'on doit les dire clairement ? Là encore, il faut rappeler que la loi de 1881 est très claire. Elle dit qu'on a le droit de dire ce qu'on veut des croyances, mais on ne peut pas attaquer les personnes ou les communautés de personnes. Alors il y a cette fameuse une avec ce titre, Mahomet débordé par les intégristes, c'est dur d'être aimé par des condiles. Voilà, alors ça c'était le numéro de 2006 dans lequel les caricatures danoises de Mahomet étaient reproduites et Charlie avait ajouté d'autres caricatures. Et sur cette une, on peut toujours critiquer une une, puis si on n'est pas d'accord, on peut porter plainte, c'est tout à fait possible, mais ce qui ne peut pas être critiqué ici, c'est le fait de représenter Mahomet. Ça, dans la loi française, on a le droit de représenter Mahomet et Charlie, Cabu en l'occurrence, avait parfaitement le droit de le faire. Quand il dit en revanche c'est dur d'être aimé par des cons, les musulmans pouvaient légitimement se sentir visés. Mais il y a ce texte à côté qui précise... Tout. Voilà, Mahomet débordé par les intégristes, ça prouve bien que Camus avait pour intention de cibler les intégristes et pas l'ensemble des musulmans. Voilà. Qui sont ces nouveaux censeurs, ces critiques qu'on entend monter? Je pose la question puisque, en tout cas, la une de Charlie Hebdo, qui vient de sortir aujourd'hui, a un début de réponse et pointe du doigt les réseaux sociaux. Voilà, on voit un téléphone qui écrase un dessinateur sur la une. Voilà ce que dit Riss, le patron du journal, dans son édito. Ces gourous de la pensée formatée se croient les rois du monde derrière leur clavier de smartphone. Les réseaux sociaux, nouveau roi de la censure? Oui, en fait, les réseaux sociaux, c'est un instrument que les personnes ou les communautés de personnes utilisent pour se mettre sur le même plan que les journalistes et pour contester les droits de la presse, souvent, en disant vous nous ciblez dans nos convictions, donc vous nous ciblez en tant que personne. Mais la loi de 1881 dont je parlais, elle part d'un principe qui est hérité des Lumières, qui est qu'on ne se réduit pas à la somme de nos convictions. C'est-à-dire, vous pouvez être catholique, vous pouvez être athée, mais ce n'est pas ça qui vous définit en tant que personne. Donc c'est pas parce qu'on attaque vos convictions qu'on vous attaque vous. Et il faut le rappeler, et le problème de ces réseaux sociaux, je partage tout à fait ce qu'est dit par Riss dans son édito, il y a une espèce de tyrannie du ressenti. Alors je me sens visé, donc j'exige une censure. Mais si on va par là, ça veut dire qu'il n'y aura plus de liberté d'expression du tout, et évidemment, ça n'est pas acceptable. Et est-ce que le risque, si on va par là, c'est pas aussi une sorte d'usure des dessinateurs et qui s'autocensurent finalement? Mais regardez ce qu'a fait quelqu'un comme Luz. Alors je ne vais pas parler à sa place, il ne s'exprime plus, mais c'était l'un des derniers à Charlie qui représentait Mahomet, et la une, le numéro des survivants dont on parlait, représente un Mahomet qui n'a rien à voir avec la façon dont on représentait les dieux et toutes les divinités sous la Belle Époque. Là, c'était un Mahomet qui a la larme à l'œil, qui est là pour finalement faire la paix, oui. Qui dit tout est pardonné. Et c'est la dernière fois qu'il a représenté Mahomet, et plus personne n'ose représenter Mahomet. Donc, ce sont des gens qui vivent sous protection policière en permanence. Il faut avoir conscience que le drame qui a frappé, l'attentat horrible qui a frappé Charlie peut se reproduire. Et ce sont des gens qui vivent donc sous cette protection policière. Et il y a une usure qui concerne Luz, qui peut concerner d'autres dessinateurs. Qui osent encore aujourd'hui représenter Mahomet? Qui pourrait le faire? Quel avenir pour Charlie Hebdo aujourd'hui? Vous parliez de Luz qui a quitté le journal. On sait que la rédaction a connu des dissensions. Est-ce que ça va mieux aujourd'hui? Alors, il y a deux aspects. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect des conflits internes, et ça, on ne sait pas ce qu'il en est, mais la rédaction a l'air de bien fonctionner. Puis il y a l'aspect économique, et malheureusement, les ventes sont retombées à un niveau supérieur à celui de 2014, mais qui est à peine suffisant pour que ce journal puisse survivre. Donc, la seule morale qu'on peut en tirer, c'est qu'il faut lire et acheter Charlie Hebdo. Eh bien voilà, ce sera le mot de la fin. Merci Alexis Lévrier d'être venu sur notre plateau. Historien de la presse, maître de conférences à l'Université de Reims et chercheur associé au CELSA. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur ces immenses incendies qui ravagent l'Australie. Des images apocalyptiques, des chiffres étourdissants. Au moins 24 morts, une superficie presque équivalente à l'Irlande qui est partie en fumée, 1 milliard d'animaux tués, des milliers d'habitants évacués. C'est dans l'air est intitulé ce soir Australie, le pire est à venir. C'est tout de suite. Bonne émission à vous.